Ave spectateurs. Putain, ça nique la gorge ces conneries. Ça fait une paire de temps qu'on voulait faire une vidéo spéciale spooky. Le problème c'est que j'aime pas fondamentalement les films d'horreur, ou en tout cas ceux qui sortent aujourd'hui. Pour la plupart, c'est pas génial. Pas de budget, pas d'originalité, remake à outrance, jeu d'acteurs péraves, trouillomètre inexistant. Sans compter le nombre impressionnant de franchises à rallonge, surtout sur les fantômes et autres possessions, dont personnellement j'ai rien contre, mais dont j'ai toujours pas compris le succès. Et qui commence sévèrement à frôler l'overdose. Vous avez vu le nombre de films de la saga Conjuring? Entre la trilogie de base, plus les spin-offs, plus les trilogies qui s'y raccordent. Ça en fait quand même une petite dizaine, attention Disney. Conjuring a son propre cinématique universe, la concurrence arrive. Enfin bref. C'est pas forcément mon truc. J'ai toujours été attiré par les slashers, qui sont principalement là pour passer une bonne soirée entre copains, mais surtout par les classiques du genre, comme The Thing de Carpenter, la saga Alien, Candyman de Bernard Rose, ou encore l'exceptionnel Hellraiser de Clive Barker. We'll tear your soul apart. En résumé, des films assez vieux et dont tout le monde a déjà parlé en long, en large et en travers, donc pour redire exactement la même chose que mes confrères, ça valait pas forcément vraiment le coup. Mais alors que je vagabondais sur les internets, un petit projet audacieux m'est tombé tout cuit dans le bec. Je vais donc devoir vous poser une question histoire d'établir un minimum le contexte. Est-ce que vous connaissez Chair de Poule? Les plus vieux d'entre vous ou de ma génération connaissent forcément ces petits bijoux de la littérature horrifique pour enfants. Je l'ai personnellement découvert grâce à mon grand frère qui se faisait un plaisir de me terroriser avec, ainsi qu'avec la série télé Fais-moi peur, ou encore les contes de la crypte et son présentateur emblématique. Et avec le recul, on va pas se mentir, c'était pas bien méchant non plus. Mais qui est à l'origine de ce truc? Chair de Poule ou Goosebump en version originale est une collection de nouvelles américaines créée par R.L. Stine de 92 à 97 et composée de 74 tomes. Sortie en France aux éditions Braillard Poche entre 95 et 2001, elle a reçu un très grand succès. La franchise a même eu droit à sa propre série télé sortie sur France 2, comptant 72 épisodes de 95 à 98. Et aujourd'hui, les deux adaptations sorties en 2015 et 2018 avec Jack Black en tête d'affiche continuent à faire vivre la franchise. Mais si on vous parle de ça, c'est bien évidemment parce qu'il va y avoir un rapport avec les films dont nous allons traiter aujourd'hui. Bienvenue dans AV Ciné, vous venez de prendre une très mauvaise décision en tournant dans la mauvaise direction, car rien ne pourra vous sauver de Fear Street. Attention, par contre, si vous n'avez pas encore vu la trilogie, ce serait peut-être bien de vous y mettre là tout de suite parce que nous on va spoiler à balle. Réalisé par Liv Jaynak et sorti en 2021 sur Netflix, la trilogie est donc adaptée des nouvelles de R.L. Stine. Fear Street se compose en 3 parties, 1994, 1978 et 1666. Initialement prévu pour sortir en salle sur 3 semaines, avec un nouveau chapitre toutes les semaines, un certain virus a bouleversé tout ça, et les films sont donc sortis sur Netflix dans le même ordre de diffusion. Mais avant de parler des films, il va falloir revenir un minimum sur le genre, et le truc c'est que dans une autre vie, on avait déjà fait une vidéo sur le genre des slashers, mais vu la qualité de celle-ci, On va dire qu'on n'a rien vu et qu'on repart à zéro. la plupart d'entre vous connaissez le genre sans forcément le savoir. Au départ, on les appelait les Psycho Killer Movies, en référence aux cultissimes Psychose d'Alfred Hitchcock. Mais dans les années 70, le terme change ainsi que le style. Arrive alors un certain John Carpenter en 1978. Alors, dans l'ordre des choses, non, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper est un film de survie. Et oui, Black Christmas est arrivé avant, en 1974, mais on y voyait surtout les balbutiements du genre. Parce qu'on n'a pas forcément envie de dire que le film pue la merde. Mais franchement, il pue la merde. C'est donc en 1978 que Carpenter déchire tout avec son Halloween et posera les bases des codes des slasher movies. Pour la faire simple, une bande d'adolescents, chacun avec ses spécificités, le sportif, l'intello, la pom-pom girl, la vierge, sont poursuivis par un tueur fou masqué et increvable. Ils vont pratiquement tous mourir de manière affreuse et sans se mentir, c'est totalement pour ça qu'on regarde ce genre de film et c'est normal puisque c'est fun. Non, parce que perso, si je devais perdre mon temps en regardant des débiles profonds avec l'instinct de survie frôlant celle d'une biscotte beurrée en Somalie sans qu'aucun d'entre eux ne se fasse massacrer dans un spectaculaire déluge de sang et de tripes, j'avoue que je me ferais particulièrement chier. Oh putain, je viens d'expliquer le principe d'une télé-réalité. Mais le truc le plus flagrant, remarqué au fil du temps, est que, en plus de la facilité presque indécente de produire ce genre de film, pour rappel il y a 12 films, 13 si on compte Freddy vs Jason à la franchise Vendredi 13, c'est qu'ils sont tout autant remplis de clichés que mes chats sont mignons. Et surtout, le truc le plus important est que les vraies stars de ces films, ce sont leurs tueurs. Tout le monde se souvient de Freddy Krueger, mais ses victimes, franchement, on s'en tartine royale. Ils sont pas là pour nous marquer par leur personnalité,
mais par leur mort aussi inventive que violente. Et la base d'inspiration du genre remonte jusqu'aux années 50, où les giallo italiens, des films d'exploitation très gore à la limite du grotesque, mais qui faisaient quand même leur petit effet à l'époque, nourrissaient un public toujours plus friand de sensations fortes, s'inspirant de thrillers, mais surtout de véritables faits divers. Et c'est pas comme si les Américains n'en avaient pas des psychopathes. Pour la petite histoire, Ed Gein, un meurtrier adepte de la profanation de sépultures, et aussi de la fabrication de meubles en peau humaine, Avec un méchant complexe d'Oedipe ayant vécu de 1906 à 1984. fut donc la base d'inspiration pour le personnage de Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, mais pas que, puisqu'il a aussi inspiré Jason Voorhees de la saga Vendredi 13, Bloodyface dans la saison 2 d'American Horror Story, mais aussi celui de Norman Bates dans Psychose. La boucle est bouclée. Ce qui nous amène donc dans une petite ville des États-Unis dans laquelle vous n'avez absolument aucune envie de passer les vacances. L'intrigue prend place en 1994, dans la mal aimée ville de Shadyside, un trou paumé de l'Ohio, And that really makes for strong personalities, and that's why a lot of the people that come from Iowa are probably the sickest I've ever seen. qui porte une très mauvaise réputation. Entre les crises économiques qui plongent beaucoup de foyers dans la pauvreté, le manque d'emploi, l'apathie généralisée dont les habitants font preuve, la délinquance, bref, cette ville est un enfer, surtout connue pour être une putain d'usine à tueurs en série. Depuis des décennies, des braves gens en apparence sans histoire vont finir par péter un câble et massacreront leurs concitoyens de manière horrible. Comme si l'atmosphère malsaine de la ville les avait tellement rongés de l'intérieur qu'ils en étaient devenus fous. C'est peut-être l'eau du robinet, j'en sais rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils foutent pas le camp? Ben tu sais, quand t'as à peine les moyens de vivre dans une ville de merde, tu les as pas non plus pour recommencer ta vie ailleurs, surtout quand t'as des enfants à charge en plus. Et certaines des familles vivant à Shadyside font partie des premières familles de colons s'y étant implantées quelques siècles auparavant, et depuis cette implantation, on dit pas colonisation dans ce cas-là? Une légende nourrit le folklore de la ville, celle de la terrible sorcière Sarah Fear qui, après un rituel satanique impliquant un coupage de main pour conclure le pacte... La vache, il déconne pas Satan quand il signe un contrat. Tu m'étonnes, d'ailleurs les vendeurs en assurance se sont beaucoup inspirés de son marketing. Elle aurait maudit la ville et ses habitants pour se venger des colons qui l'auraient condamné à mort et pendu pour sorcellerie. Shadyside est donc une ville affreuse, oubliée de Dieu et dont les habitants ont tacitement accepté leur sort, alors que sa jumelle, la très bourgeoise ville de Sunnyvale, quant à elle est un lieu paradisiaque à qui tout réussit. Nous avons planté le décor, le rideau peut enfin se lever et le film s'ouvre sur un charmant petit couple bossant au Walmart de Shadyside, l'une vendant des livres pour payer l'addiction aux jeux de sa mère et l'autre travaillant dans un sex shop / magasin de déguisement. Salut et bienvenue à Funtime Freddy's. Ici, tu trouveras tous les déguisements dont tu as besoin pour tes soirées endiablées, comme Naruto, Harry Potter, Batman et surtout Des sextoys de gamme pénétrateur de 90 cm. un accueil chaleureux pour toute la famille. Alors n'attendez plus et venez chez Funtime Freddy's. Notre Don Juan, Ryan, joué par David W. Thompson, fait le premier pas et demande à sa belle Heather, jouée par Maya Thurman, de la raccompagner. Elle accepte. Great job. Mais alors qu'elle ferme son magasin, un homme affublé d'un costume de squelette la poursuit armé d'un couteau. La pauvre Heather vendra chèrement sa peau mais finira avec une chirurgie cardiaque gratos, tandis qu'en se débattant, elle arrachera le masque du tueur qui n'est autre que le charmant Ryan. Celui-ci finira sa course en prenant une balle dans la tête de la part du shérif Good, joué par Ashley Zuckerman. He's bad as good, Sheriff Good. Une journée tout ce qu'il y a de plus normal à Shadyside. Le lendemain de la tragédie, nous retrouvons Dina, jouée par Kaina Maidera, qui écrit une lettre d'amour des plus enflammées à son ex Sam, avant d'aller sonner les cloches de son petit frère Josh, joué par Benjamin Flores Jr. Celui-ci passe tout son temps sur l'internet à chatter avec des inconnus dans le même délire que lui, et sur un sujet en particulier, les meurtres liés à Shadyside. C'est donc à ce moment-là qu'il peut commencer à réaliser... On comprend rien à ce que tu dis. Je t'entends pas là, je comprends rien de ce que tu me dis. Putain, mais c'est quoi ce son de merde? T'inquiète, bouge pas, je vais trouver une solution. Dina et Josh partent pour le lycée, qui est cliché au possible, sans déconner il y a absolument tout, les gothiques, les amoureux transis débordants d'hormones, les pom-pom girls, les bullies... Bref, putain je déteste les années 90 et leurs petites cases. Dina se pose aux toilettes où même avec une méchante gastro t'aurais pas du tout envie d'aller y couler un bronze, et elle est très vite rejointe par Kate, jouée par Julia Rewide, une petite dealeuse avec de l'ambition, et son frère Simon, je vais me permettre de l'appeler Guignol jusqu'à la fin du film, joué par Fred Eschinger. Dina demande à Setchum de rendre ses affaires à Sam, qu'ils doivent voir le soir même pour le match de foot entre Shadyside et Sunnyvale, puisqu'elle a lâché l'orchestre et qu'elle devrait normalement pas y aller. Après une petite discussion, ses amis arrivent à la convaincre d'y aller, ce qui se résume par un magnifique « Oh la flemme, tu te démerdes. Le soir même, alors que le shérif Good. et son frère le maire
Good. Font un discours à la mémoire des morts de la veille, Dina s'isole dans un coin avant d'être rejoint par Sam, joué par Olivia Scott Welch, surpris de la voir. Très vite le ton monte à la fois entre les deux jeunes femmes, Dina reprochant à Sam d'être partie pour jouer les gentilles petites potiches, tandis que Sam vide son sac et reproche à Dina de ne pas vouloir comprendre le divorce de ses parents et qu'elle devrait arrêter avec ses histoires de malédiction. Mais la situation dégénère aussi sur le stade puisqu'une bagarre provoquée par les joueurs de Sunnyvale éclate. C'est ça, cause toujours. On devrait surtout allumer des torches et réduire Shadyside en cendres. Ouais, t'as dit quoi? Kate en prend une et une fois dans le bus de retour, elle gonfle à bloc les joueurs et supporters contre Sunnyvale. Arrive alors Peter, joué par Jeremy Ford, le nouveau petit copain de Sam, elle aussi dans sa voiture. Il balance des bouteilles sur le bus et autant dire que vu comment ils sont tous chauds comme des baraques à frites, ça passe, mais alors pas du tout. Dina et Kate attrapent une glacière et ouvrent la porte du bus, et alors qu'elle comptait juste leur faire peur, Dina se met à saigner du nez et laisse échapper la glacière. Surpris, Peter perd le contrôle du véhicule et part dans le décor. Le bus se stoppe, plus de peur que de mal, mais Sam se sort maladroitement de la voiture en titubant, se met à saigner du nez comme Dina et tombe sur une chaîne rouillée. Elle se met alors à avoir des flashs d'une femme hurlante à la mort et d'autres images très agressives. Le petit groupe arrive pour s'occuper de Sam qui crache son sang sur Guignol et les pompes de Dina avant que le shérif Good. arrive pour prendre leur déposition. Tout le monde s'en tient à une seule version, même Peter qui n'a pas envie de prendre une cartouche pour conduite en état d'ivresse, mais en profite quand même pour menacer Dina parce qu'elle a bousillé sa caisse. Et ta copine, t'y as pensé, trop du cul? Si tu veux un bon conseil du gland, ne menace pas les gens, mais direct à exécution. Parce que par définition, une menace ce sont des paroles en l'air, donc si t'as envie d'être intimidant, sois intimidant, pauvre cloche. Parce que là actuellement, avec ta démarche de mal alpha éco plus et ta mâchoire carrée de mannequin H&M, tu fais autant pitié que mes chats sont mignons. Transition jumpscare, le lendemain on retrouve Dina chez elle qui, après le bordel de la veille, a pioncé toute la journée mais son frère vient la réveiller parce que là quand même c'est un petit peu chaud. Les chauves-souris, ça lui la nuit. Elle peut-être, mais même pour un riche playboy, 15 heures ça frôle l'abus. Elle regarde les infos, où elle voit le visage de Ryan, le tueur du début, suivez un petit peu s'il vous plaît, et alors qu'elle mange avec son frère, elle aperçoit un type affublé du même costume qui rôde près de chez eux. Pensant que c'est Peter, elle appelle Kate qui fait du babysitting. Vous en mettez 4 par sachet. Et ne les mangez surtout pas. Ça arrêterait vos petits cœurs, vous vous étoufferiez dans votre propre vomi et ça rendrait tout le monde super triste. Qui t'a appris à gérer les gosses? Walter White? Say my name. Oh toi tu commences pas, hein? Et retire-moi ce déguisement. Oh, t'es pas drôle. Un peu plus tard, le rôdeur entre chez Kate pendant que Guignol fait une lessive, renifle le linge comme un pervers japonais en manque de loli et s'enfuit. Kate dépose les gosses chez Madame Lane, jouée par Jordana Spiro, tandis que Dina et son frère se posent chez elle pour être tranquilles. Mais, remontée comme jamais, elle arrive à convaincre les autres d'aller voir Sam à l'hôpital histoire de lui dire de calmer son mec. Une fois sur place, c'est comme c'est des urgences, autant dire que t'as le temps de crever. Kate fait appel à un de ses contacts pour entrer, Dina pète un câble sur Sam qui lui explique que l'autre con est resté avec elle toute la nuit. Les autres vont chercher de quoi bouffer pendant que les demoiselles ont un méchant crépage de chignon où Peter tient littéralement la chandelle. Jusqu'à ce que notre rôdeur au masque vienne littéralement couper la conversation. Adieu toi, le beau connard à la mâchoire carrée. On ne te regrettera pas. Les filles prennent leurs jambes à leur cou, passant par le charnier que le tueur a laissé derrière lui. Pendant ce temps, le reste de notre petit groupe ayant rejoint la fête fauche une ambulance pour se tirer. C'est alors que le tueur rattrape nos héroïnes et dans leur lutte, Dina retire le masque du tueur qui n'est autre que Ryan, toujours avec son trou dans le crâne. Des ados qui volent des ambulances, des massacres dans les hôpitaux, des tueurs morts vivants avec des trous de balles dans la tête. Une journée, tout ce qu'il y a de plus normal. À Shadyside! Ou dans le 93. Et autant dire que c'est la méga panique. C'est donc logiquement que nos héros vont voir les flics. Le shérif, Good. occupé avec un suspect en garde à vue, Martin, le concierge du centre commercial, joué par Darrell Bright Gibson, prend leur déposition une fois que son collègue s'est royalement foutu de leur gueule. Elles racontent ce qu'elles ont vu, mais devant l'incrédulité du shérif. Good. Elles sortent bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Dina prend alors le taureau par les cornes et bouscule l'adjoint du shérif pour lui voler discrètement son arme. Ça ressemble de plus en plus au 93. Guignol fait la seule chose stupide à ne pas faire dans un film d'horreur et part pisser tout seul comme un grand, pendant que les amis de Dina flippent quand ils la voient revenir avec un flingue. C'est alors que Guignol entend une femme chanter et visiblement en détresse. En s'approchant pour lui venir en aide, l'autre malade lui sent un rasoir et l'attaque. Le groupe part à sa recherche et juste avant qu'il ne soit scalpé, Dina vide son barélier sur l'autre folle, mais même avec une balle dans l'œil, elle se relève bien décidée à les raser de près. Le groupe panique totale, ne comprenant strictement rien à ce qui se passe, et ils finissent donc logiquement par se poser dans la cave de Dina histoire de se planquer. Et après examen, ils se rendent compte qu'il s'agit de Ruby Lane, la fille de Madame Lane, jouée par Jordine Di Natale, une tristement célèbre tueuse décédée dans les années 70. Chers auditeurs, ici Ruby Rod. Je suis encore en vie.
En retraçant l'histoire des malheurs de Shadyside, Josh commence à faire les connexions et comprend que les morts qui les attaquent sont liés à Sarah Fier, et que sa malédiction envoie les anciennes personnes qu'elle a possédées contre eux car Sam a trouvé sa tombe. Ce qui explique pourquoi le tueur au masque cherchait Sam chez Dina et Kate, car elle avait craché du sang sur le t-shirt de Guignol et les pompes de Dina après l'accident. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Ni une ni deux, notre petit groupe fonce sur les lieux de l'accident et en fouillant un peu, trouve les chaînes et les os de Sarah Fier dans l'espoir qu'en remplaçant ses os, elle leur foutra un peu la paix. Ça ne fonctionne pas comme ça! Après avoir replacé ses restes, un malabar armé d'une hache avec un sac à patates sur le crâne leur fonce dessus et perd un coup sur Sam, manquant de peu de lui décrocher la tête. Il s'agit de Thomas Slater, joué par Lloyd Pitt, une montagne qui a massacré des moniteurs et des gamins d'un camp de vacances dans les années 70. Le groupe s'échappe encore, alors que Josh a une méchante épiphanie et propose d'utiliser Sam comme appât pour faire un carton sur les connards meurtriers. Dina, pas forcément chaude à l'idée de perdre sa copine qu'elle vient à peine de retrouver, refuse, mais Sam porte ses couilles et accepte le plan. Ils se réunissent dans le lycée, tracent un chemin avec le sang dilué de Sam dans de l'eau et rassemblent assez de produits explosifs dans les chiottes pour faire éclater le Parlement. Le plan se déroule à la perfection, ils arrivent à enfermer les tueurs tandis que Sam prend la fuite par le conduit de ventilation. Et après le feu d'artifice, grosse surprise, ça a fonctionné, laissant les monstres pour morts dans une marée poisseuse et visqueuse de morceaux de chair putréfiée carbonisés. Jusqu'au moment où leur corps se reforme. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase « Ils sont déjà morts » ? Dans un chaos total, nos héros foncent se planquer dans une des salles de classe poursuivis par les cadavres revenus à la vie. Kate, autant terrorisée que désespérée, réalise que leur seule chance de survie est de livrer Sam, prenant en exemple les articles de journaux de Josh où tout le monde est mort pour appuyer ses propos. Dina refuse catégoriquement, mais Sam, Kate et Guignol ont déjà pris leur décision. Sam ouvre la porte pour se rendre pendant que Guignol retient Dina pour l'empêcher de lui venir en aide. Quand elle demande de l'aide à Josh, celui-ci baisse la tête de honte et remarque un petit détail sur les coupures de journaux. Sam se retrouve face à Slater, mais au moment de lui porter le coup de grâce, Guignol et Kate l'attrapent et la mettent en sécurité. Slater s'acharne sur la porte, mais Dina explique qu'il y a bien eu une survivante au massacre du camp dont Slater faisait partie. D'après l'article, une certaine Christine Berman, jouée par Gillian Jacobs, aurait vu la sorcière, serait morte quelques minutes, mais un camarade de colo lui aurait sauvé la vie à grands coups de massage cardiaque. Guignol résiste avec Josh pendant que Kate cherche son numéro dans l'annuaire. Dina propose donc une solution de dernier recours, tuer Sam et la ramener à la vie ensuite comme l'autre survivante. Une fois le numéro trouvé, elle l'appelle mais tombe sur sa messagerie. Elle lui explique alors la situation et la supplie de la rappeler avant de prendre à nouveau la fuite. Ah, si tu veux mon avis, ils auraient pas dû l'appeler Fear Street, mais plutôt Cours pour ta vie. Nos héros préparent donc leur plan dans le Walmart où travaille Guignol. L'idée est simple, Sam va prendre 3 jeux de pilules dont l'effet final est l'overdose. Une fois cliniquement morte, nos héros vont la piquer avec assez de seringues d'adrénaline pour tuer un éléphant jusqu'à ce qu'elle se réveille. Une fois fait, les méchants seront vaincus, la sorcière mise en échec et nos héros pourront boire une bière en attendant que les choses se calment dehors. Et bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Ben en même temps, ce serait moins drôle. Les morts arrivent et foutent le bordel, ce qui fait qu'au moment de prendre le dernier jeu de pilules, Sam et Dina sont contraintes de s'enfuir. En essayant de leur faire gagner du temps, Kate est tuée par Ryan, et quand Simon voit le corps de sa sœur en tentant d'échapper à Ruby avec Josh, cette seconde d'inattention permet à Slater de lui planter sa hache dans la tête. Attends, c'est qui Simon? Ben, moi. Mais non, celui du film. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas dans le film. Je sais, crétin, mais c'est qui Simon dans le film? Ah, tu parles de Guignol? Bon Dieu, ce que t'es lent. Josh fuit, mais il est très vite rattrapé par Ryan. Dina n'a plus qu'une solution, noyer Sam dans l'aquarium à Omar, tandis que Ruby et Slater leur tombent dessus. In extremis, Sam décède et les tueurs disparaissent, mais il reste maintenant à la ramener, et malgré toutes les injections, il faudra à la jeune fille un massage cardiaque pour revenir parmi les vivants. Quelques heures plus tard, on retrouve nos survivants au poste avec le shérif. Good. Prenons leur déposition. Malgré le fait qu'ils donnent encore tous la même version, ce qui grosso merdo se résume à « il faisait sombre et on n'a rien vu ». Le shérif Good. s'excuse auprès de Dina de ne pas les avoir écoutés plus tôt, mais qu'il est prêt à le faire à présent, car pour ses supérieurs, la version officielle sera que Kate et Guignol sont responsables des tueries car ils étaient drogués. Dina s'insurge, mais c'est comme pisser violent dans un violon, et si jamais elle explique ce qui s'est vraiment passé par respect pour la mémoire de ses amis, elle finira non pas en prison, mais en asile. Elle abdique, mais alors que la mère de Sam vient la chercher, Dina prend le taureau par les cornes et l'invite chez elle. Pendant ce temps, Josh file un petit coup de main à Martin, qui lui laisse sa carte de visite en lui disant qu'il lui en doit une. Le soir même, donc, notre petit couple passe une soirée des plus tranquillous, mais c'est alors que le téléphone sonne. Et c'est une certaine Christine Berman qui est au bout du fil, et malheureusement, elle n'apporte pas de bonnes nouvelles. Elle explique à Dina que rien n'est terminé et que Sarah Fier n'en a pas fini avec eux. C'est alors que nous voyons des images d'une personne encagoulée, visiblement en train d'effectuer un rituel, et sur une stèle de pierre où sont inscrits des noms, et celui de Ryan tout particulièrement, le nom de Samantha si grave comme par magie, tandis qu'elle poignarde Dina avec une de ses baguettes de tambour cassée un peu plus tôt. Les deux jeunes filles se battent et le film se termine quand Dina arrive à attacher sa copine avec le câble du téléphone, lui promettant de la sauver. Le premier volet de Fear Street était franchement pas mal, mais bon, à ce niveau-là, vous connaissez la chanson,
Qu'est-ce qui cloche dans le film? Principalement, ce sont les petits détails, mais comprenez bien que là, je chipote. Premièrement, elle est passée où la blessure de Guignol? Surtout quand on le voit courir tel un cheval fougueux dans ce supermarché. Pourquoi Kate a un coup sur la pommette alors qu'elle s'est visiblement pris un taquet dans le pif? En même temps, je comprends, l'actrice est mignonne, il faudrait pas non plus qu'elle ressemble à un boxeur en sortie de bar. Et maintenant, un peu plus chiant. Si Sam a vu la sorcière en touchant ses ossements, pourquoi le groupe ne la voit pas non plus quand il l'enterre? Sauf pour justifier l'acte 2 et la résolution de l'acte 3. Car si tous les héros sont les cibles de la sorcière, alors le plan de Josh, la découverte de l'invulnérabilité des morts, ainsi que la mort/sauvetage de Sam, tombe complètement à l'eau. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ce jumpscare en début de film n'était pas franchement nécessaire, surtout que le film n'en est pas rempli. Je crois d'ailleurs que c'est même le seul qui m'est vraiment marqué par son inutilité, et surtout parce qu'il est un petit peu arrivé à l'arrache. Et pour finir, la fin du film elle-même me pose un petit problème. Je vais devoir faire un cours pour expliquer mon propos, mais dans l'idée, la plupart des sagas de films ou trilogies de films ne sont pas construits comme celle-ci. En général, comme pour Star Wars ou Matrix, la réussite du premier film pousse les producteurs à faire confiance aux réalisateurs pour étendre l'univers de leur film. Ce qui fait que la construction d'une trilogie est simple. Le premier pose les bases, le second est un arc pivot qui donne envie de voir la suite, et le troisième conclut l'intrigue. Et dans le cas de Fear Street, c'est exactement comme pour Le Seigneur des Anneaux. Le scénario a été pensé pour être une trilogie. Mais si dans les aventures de Frodon Sake, l'intrigue est calculée pour, puisqu'à la fin du premier film, les héros ne sont même pas au quart du chemin jusqu'au Mordor, là c'est pas le même délire, parce que ça fait pas saga de film, mais légèrement série télé. Tout le troisième acte est là pour nous laisser croire qu'une fois cette histoire terminée, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Mais le simple fait de savoir qu'il reste encore 2 films casse légèrement la magie, et donc malheureusement il est possible d'être moins investi. Ce n'est qu'un défaut mineur, et c'est surtout moi qui casse les pieds parce que je connais le fonctionnement du truc. Mais heureusement, c'est très vite rattrapé par toutes les bonnes choses que le film a à nous offrir. Et parlons justement de l'univers du film en lui-même que j'ai vraiment apprécié. La légende de la sorcière fait aussi bien histoire racontée au coin du feu que légende urbaine, et les flashs que l'on voit par le biais de Sam ou en fin de film nous font nous poser suffisamment de questions pour nous donner envie de voir la suite. Toute l'intrigue est construite comme une véritable fuite en avant, les personnages montent un plan ou pensent avoir trouvé une solution et finissent fatalement par devoir courir et chercher à nouveau un autre moyen de s'en tirer. Ce qui donne une vraie atmosphère lourde et oppressante, comme si quoi qu'ils fassent, rien ne leur permettra d'échapper à la malédiction. Tu es niqué, refrain. Niveau design, les looks des tueurs sont évidemment des références aux classiques du genre. Slater et Jason, avec le sac à patates qu'il portait dans le second film avant que le troisième ne lui donne son masque emblématique. Ryan a des faux airs de Ghostface de la saga Scream, et Ruby, c'est littéralement ton ex. Fais pas genre, on sait tous que t'as des goûts de chiottes. Mais ils ne sont que l'arme, car le véritable antagoniste du film, c'est la ville elle-même. J'aime beaucoup l'atmosphère de Shadyside, qui donne vraiment l'impression d'être une ville moche même en plein soleil, et le fait que les protagonistes en parlent constamment comme un cancer en fait un personnage à part entière malgré des décors minimalistes. Tant qu'on est sur eux, merci de m'avoir enfin envoyé des héros de slasher attachants pour une fois. Par la trique du petit Jésus, faut croire que Dieu existe! Alors j'en ai vu des Freddy, des Vendredi 13 et des Halloween dont j'en avais mais alors strictement rien à battre de ce qui pouvait arriver aux héros. On le répète, mais ils ne sont que le prétexte, pas le moteur. Chacun d'entre eux est attachant à sa manière, et c'est très rafraîchissant de voir que beaucoup de leurs actions et décisions sont incroyablement logiques ou bien pensées. Comme quand Dina soupçonne Peter d'essayer de leur faire peur, parce qu'on penserait pas tout de suite à un tueur mort-vivant psychopathe, ou encore d'aller voir les flics, ce que ne font presque jamais les protagonistes de ce genre de film. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Les plans et idées de Josh, bien qu'ils finissent souvent par des échecs, ont le mérite d'être logiques et constructifs. En tout cas bien plus que de juste attendre bien gentiment que le tueur massacre tout le monde ou encore se séparer chacun de son côté pour être sûr de tous être tués un par un comme des cons. Ah putain! Ouais, non mais il aurait fallu vous soigner en fait. Ah mais comment tu veux qu'on se soigne? On est jamais ensemble. Ouais, parce que peu importe comment ou qui vous vend le truc, se séparer dans un film d'horreur, c'est une grosse connerie. Ou alors envoyer au casse-pipe quelqu'un que vous n'aimez pas, genre votre belle-mère ou un inspecteur des impôts. Chacun d'entre eux ont des problématiques réelles. Dina est en colère contre la vie parce qu'elle a eu la malchance de vivre dans une ville de merde et sans avenir, sans compter le fait qu'on est en 1994 et que niveau mentalité, même si c'est pas la Russie actuelle, on est encore très loin du mariage gay qui prendra totalement effet qu'en 2015 dans tous les états des États-Unis. Oui, on est où là? En Russie soviétique? Sam est paumé, ballotté entre son amour pour Dina, avoir un avenir loin de Shadyside, sa mère qui voit la petite copine de
sa fille comme le mal personnifié et lui casse bien les ovaires pour qu'elle rentre dans le moule. Josh n'a aucune confiance en lui et les seuls amis qu'il a sont sur le net. Kate ne veut pas juste être la jolie pom-pom girl et préfère vendre de la drogue peu importe les conséquences si ça lui permet de se tirer de Shellyside. Et Guignol porte sa famille à bout de bras en bossant dans un magasin de merde et en tapant des heures de bâtard. Il se la joue cool en permanence alors qu'il est tout autant pété que les autres. Et malgré ces merveilleux exemples d'abonnés à SOS Suicide, ils ont tous des petits détails qui les rendent intéressants, comme Josh et son Konami Code, un code de triche trouvable sur la presque totalité des jeux Konami, et qui donne souvent des vies en plus ou l'invincibilité, code qu'il récite comme un mantra avant de devoir faire quelque chose qui l'angoisse. Kate est son caractère de pile électrique, Guignol est le comic relief, et malgré le fait que je le trouve assez lourd en début de film, certaines de ses blagues font mouche. Combien on en a? Des tonnes, au moins 1000. C'est pour faire quoi? C'est de l'épinéphrine, qu'on appelle aussi adrénaline. C'est ce qui va la ramener. C'est notre Jésus à nous. Dina qui part toujours au quart de tour, et Sam qui ressemble à un cadavre la moitié du film, malgré le fait qu'elle a quand même une énorme paire de burnes de vouloir se sacrifier pour sauver ses potes. En résumé, on y croit à ces petits jeunes qui n'ont pas eu de bol, et on a envie de les voir réussir. Mais au niveau de la réalisation, alors, ça donne quoi? J'avais personnellement jamais vraiment entendu parler de Liv Jaynak avant. En même temps, elle a réalisé le film Voyage de noces en 2014 et a ensuite bossé pour la télé. Une carrière donc pas forcément incroyable, mais son travail est franchement pas dégueulasse. La colorimétrie est bonne, malgré que l'intrigue se passe souvent la nuit, et donc assez sombre. La musique fait très années 90, même si un peu anecdotique, c'est principalement des partitions angoissantes, typiques de films d'horreur qui dominent le récit, et tant qu'on parle de lui, il est pété de fusils de Tchekhov. Petit cours de dramaturgie, qu'est-ce qu'un fusil de Tchekhov? Appelé aussi setup payoff dans une œuvre de fiction, quand un fusil apparaît au début ou au milieu du récit, il doit obligatoirement servir dans le dernier acte. Un exemple plus concret avec le film Batman The Dark Knight, où le personnage de Lucius Fox va donner à Bruce Wayne un sonar sous forme de téléphone dans le deuxième acte. C'est donc en troisième acte que Bruce en a fait un système de localisation et de surveillance à l'échelle d'une ville entière pour retrouver le Joker. C'est un procédé incroyablement classique et utilisé depuis des siècles, mais pourtant c'est par moments si mal maîtrisé que ça ruine complètement un récit, ou pire encore, promet des choses aux spectateurs ou aux lecteurs qui n'arriveront jamais. Et ça, c'est criminel. Ici, c'est tout en subtilité. Dina casse une de ses baguettes de tambour, Sam la poignardera avec. Guignol regarde un film sur les requins, le groupe appâtera les tueurs avec du sang comme pour les grands blancs. Josh n'entend pas le livreur de pizza, il n'entend pas non plus sa sœur se battre avec Sam, ce qui nous donne une bonne scène d'angoisse. Kate vend des drogues, le plus souvent des médicaments, ce qui permet au groupe d'entrer dans l'hôpital puisqu'elle connaît un gars. Elle planque son stock dans le conduit de ventilation des toilettes de l'école, le même que Sam utilisera pour échapper aux tueurs. Leur grand frère a fait une overdose, ce qui fait qu'ils savent exactement comment en gérer une. Guignol dit qu'il a fait 2 services au magasin, devinez où se passe l'acte 3. Je vais pas non plus tous les énumérer, mais il faudra aussi compter sur ceux qui serviront dans la suite. Alors ça, si c'est pas de la transition de qualité!